Oula, mais tu te grattes, toi? Ah ouais, t'as raison. C'est peut-être la photocopieuse. Tu devrais consulter, hein. Oui, t'as raison, je crois que j'ai chaud. Ah ouais, c'est peut-être contagieux en plus, hein. Ah ouais. Ouais, file. Alex, c'est une grande malade, ça c'est pas nouveau. Mais en France, on est les champions de la consommation de médoc. Près de 3 milliards de boîtes de médicaments sont vendues chaque année. Ça fait 48 boîtes par habitant, soit presque une boîte par semaine. Budget annuel, plus de 500 € par personne. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Et à qui la faute, hein? Bah les pharmaciens d'abord. Bah ouais, chez eux c'est hyper facile d'en avoir. D'ailleurs, ça tombe bien, elle a un rhume aujourd'hui, Alex. Bonjour. Alors j'ai un petit souci parce que j'ai un rhume et je travaille et je voudrais le stopper net parce que ça me gêne un petit peu. D'ailleurs, est-ce que vous auriez un mouchoir, s'il vous plaît? Ah ouais, elle fait super bien la malade, Alex. Alors là, vous allez faire ce matin celui-là quand même, maintenant. Celui du midi, vous allez le prendre vers 3 h. Comme ça, vous aurez les 4 de la journée quand même. Donc matin, midi, soir et l'avez-le juste avant de vous coucher. Dedans, il y a du paracétamol, donc une état un peu fébrile, fièvre, courbature, maux de tête. Et de quoi arrêter l'écoulement nasal et venez coucher. Et vous terminez la boîte, même ça va mieux demain. On sera avec ça. D'accord. D'accord? Ok. Est-ce que vous voulez un petit spray avec pour décongestionner? Oui. Vous prenez de l'aspirine en plus? Ouais. Partout, on lui met la dose. Et Alex, elle a plein d'autres problèmes. J'ai des problèmes de circulation. De circulation. Donc, est-ce qu'il faut quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'efficace? Vous les préférez en massage ou sous des comprimés? Après, on peut associer les deux. Alors c'est pareil, j'ai des problèmes pour m'endormir. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne en... Parce que là, j'ai pas le temps d'aller chez le médecin. Vous pouvez prendre des petits somnifères légers, quoi. À vous de voir. Et ça marche, c'est efficace. Ouais, c'est vrai somnifère, là, pour le coup. D'accord. Enfin, sans ordonnance, je veux dire. C'est juste à la limite. Ça pourrait être sur ordonnance, vous voyez, si le dosage était un peu plus fort. Donc c'est vraiment costaud, quand même. Pour tous les petits bobos, il y a une pilule. Ça a l'air plutôt chouette comme ça. Le docteur, il en pense quoi? Nous, on a une petite boutade, hein. On dit que quand on a un rhume, on prend un traitement, on guérit en 7 jours, et si on prend aucun traitement, on guérit en 1 semaine. Bon, ce qui veut dire que ça n'a aucun intérêt. On pourrait ne rien prendre du tout et attendre que la nature fasse son travail. C'est très difficile à faire passer, ça. Les gens sont fatigués, ils veulent un médicament. Les gens sont enrhumés, ils veulent un médicament. Les gens ont, je ne sais pas, des gaz, ont du mal à digérer ou soi-disant la circulation se fait mal. Bon, ça ne sert à rien. Il y en a beaucoup. Donc les médicaments pour la circulation, ça ne sert à rien. Les médicaments donc pour les gaz, les ballonnements, ça ne sert à rien. Les médicaments pour les rhumes, ça ne sert à rien. Et quant aux remontants, ça ne sert à rien. Il vaut mieux dormir, rester un peu chez soi ou se reposer. Etc. Tout ça, ça ne sert à rien. Et ça, c'est une forte consommation. Une forte consommation qui fait que le marché de l'automédication pèse aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros. On peut trouver près de 450 médicaments différents en libre accès. En gros, c'est comme faire ses courses au supermarché. Et là, en plus, il y a des super promos. Bref, les pharmaciens, ils sont prêts à tout pour nous vendre leur camelote. Mais bon, c'est pas si simple. Faut aussi qu'ils vivent. Le médicament, aujourd'hui, on arrive à le vendre comme de la lessive, hein, avec des mois de promo, on marche sur la tête. Mais le pharmacien, il peut rien. C'est pas le pharmacien qui a demandé à médecin en self-service. Hein. Le pharmacien, il est conscient que c'est pas des caramels. Mais les autorités disent, vous mettez devant. Bon, alors, les plus affairistes, eh bien, ils s'exaucent. Ils mettent ça en avant, surtout s'ils ont de la place, etc. Et en avant le business. Hein. Moi, c'est pas ce que je défends comme image de la pharmacie. L'image de la pharmacie, c'est une image de sérieux. C'est une image. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, le pharmacien est massacré par les marges. Le pharmacien sur le médicament, il est passé de 34% de marge en 20 ans à autour de 20% aujourd'hui. Il faut bien, il a du personnel à faire tourner, il a des loyers, il a des charges, il faut bien. Donc on l'incite à aller vers là. Eh ben lui, il se laisse porter. Et les médecins, bah c'est leur faute à eux aussi. Les médicaments sur ordonnance, ça représente les 3/4 de vente de médoc. Alex, elle voulait se faire prescrire un anxiolytique. Bah pas de problème. Alors vous voulez que je vous mette du Daramic et du Xanax? Ouais. Deuxièmement, donc vous allez prendre de l'Aerius. Et troisièmement, donc vous allez prendre le Zitromax. Voilà. Bon, c'est bien, vous avez quand même accepté de me donner du Xanax aussi. Ouais. Xanax, c'est pas de problème, hein. Même si c'est un mauvais médicament. Hein. Donc l'Aerius, c'est comprimé notamment le Novacorp, du Doliprane, le Noramig, le Zolpidem, le Xanax et le Woflon. Il
faut vous rassurer par les médicaments. Si vous les avez à côté, je pense que tout va bien, ça les prend. Bah, c'est bien, vous le prescrivez quand même. Oui, ça, je vous le donne parce que, voilà, je sens que... Alors, attendez. Ah, ça c'est sympa. En France, on va facilement voir le médecin. Et dans plus de 9 cas sur 10, on obtient une ordonnance. Un record en Europe. C'est grave, docteur? Souvent, les gens viennent nous voir, par exemple pour des rhumes, ils ont déjà dépensé 25 ou 30 euros en sirop, en pastilles, en spray, en gouttes nasales. Voilà, ils ont dépensé. Et comme ça ne marche pas, de toute façon, ça ne marchera jamais, ils viennent nous voir pour avoir l'antibiotique. Il faut donner quelque chose. Voilà. Si ce n'est pas le médecin, c'est le pharmacien. Alors on commence par le pharmacien, on finit par le médecin. Parce qu'il y a toujours cette idée que forcément la solution va passer par le médicament. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'embarras du choix. On compte 5000 médicaments disponibles sur le marché sous 15 000 formes différentes. Mais voilà, une enquête récente réalisée par des médecins a révélé que seulement 151 médicaments seraient essentiels. Ah là, on se sent pas bien tout d'un coup. On est allé demander des précisions à un spécialiste du médicament qui examine régulièrement les nouveautés, pour qu'il nous rassure. Bah, c'est raté. Quand on regarde l'ensemble des médicaments qui arrivent sur le marché chaque année, que ce soit nous, la revue Prescrire, ou quelque chose d'officiel comme la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, eh bien on voit que plus de la moitié des nouveaux médicaments n'apportent aucun progrès. Une petite minorité apporte un certain progrès, plus ou moins important selon les cas. Et puis à nous, au Prescrire, on constate qu'il y a aussi environ 15 ou 20% des nouveaux médicaments qui en fait font moins bien que ce qu'on avait déjà. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas des progrès, mais c'est des régressions. Si on regarde bien, on voit que le discours officiel est qu'il faut soutenir les firmes pharmaceutiques, y compris en autorisant la vente de médicaments qui n'apportent pas de progrès, parce que du coup, elles vont gagner de l'argent, qu'elles vont investir dans la recherche, et elles vont finir par trouver des médicaments qui apportent vraiment du progrès. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. C'est qu'en autorisant des médicaments qui font double ou triple emploi, on permet aux firmes pharmaceutiques de revenir confortablement sur leur investissement, et donc la plupart, elles continuent comme cela, et elles ne cherchent pas et ne trouvent pas de médicaments qui fait vraiment du progrès. Ah, c'est sûr, les firmes pharmaceutiques, elles pètent la santé. Chiffre d'affaires, 53 milliards d'euros, rien que ça. 60% des bénéfices seraient reversés aux actionnaires et moins de 10% iraient dans la recherche. On a voulu prendre la température du côté des entreprises du médicament. Et forcément, ils sont un peu sur la défensive. Vous me l'assurez que justement, il n'y a pas un intérêt à entretenir un peu les maladies, certaines maladies. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Mais ce serait absolument terrible. Quand vous vous exprimez comme cela à travers moi, vous parlez à des centaines de milliers de gens qui consacrent leur vie dans l'industrie pharmaceutique à trouver des médicaments, qui sont des gens comme vous, qui ont des familles, des enfants. Moi, je suis médecin. Je n'ai pas consacré ma vie professionnelle à générer des maladies. C'est un contresens terrible, ce que vous dites. Non, le but pour nous, c'est de rentrer dans un mécanisme vertueux qui nous invite collectivement à avoir envie de mettre au monde, sur le marché, très vite, le plus vite possible, parce que les patients n'attendent pas, des médicaments qui les soulagent, dans le meilleur des cas, prolongent effectivement leur durée de vie. C'est tout le passage de maladies extrêmement handicapantes à des maladies chroniques. Et le diabète, on en est là. Et le sida, on en est là. Et puis l'étape suivante, c'est la guérison. Seulement, à en croire certains, les médicaments, ils font pas que soigner. Ces derniers mois, certains médocs largement utilisés ont été pointés du doigt. Le dernier en date, le paracétamol, le médicament le plus vendu dans le monde. À forte dose, il entraînerait des risques cardiovasculaires et rénaux. Le pire, c'est que chaque année en France, les médicaments sont responsables de 150 000 hospitalisations et 18 000 morts. C'est presque 6 fois plus que les accidents de la route. Les plus exposés, ce sont les personnes âgées. La moitié des médicaments est consommée par les plus de 60 ans, et passé 75 ans, on prend en moyenne 9 médicaments par jour. En plus, dans une étude récente du FC Que Choisir, sur 350 ordonnances de personnes âgées, 40% contenaient un médoc déconseillé aux personnes âgées. Logique. Forcément, ça donne des cocktails détonnants qui sont pas sans danger. C'est ce qu'on appelle la iatrogénie. Et les labos, ils sont bien conscients du problème. La iatrogénie chez le sujet âgé en particulier, parce qu'on a beaucoup regardé ça évidemment cette année, c'est un vrai sujet de santé publique. On estime qu'il y a 20% des hospitalisations des patients de plus de 80 ans qui sont liés à un accident médicamenteux. Mais c'est compliqué là encore. C'est le phénomène, vous l'avez dit, des interactions. Quand je prends plusieurs médicaments parce que j'ai plusieurs maladies, eh bien, il y a des médicaments entre eux qui peuvent ne pas fonctionner.
Et c'est vrai qu'au-delà de 5 médicaments, c'est-à-dire sur une ordonnance, on ne sait plus ce qu'on fait. Hein. Donc, sujet des interactions médicamenteuses majeures. Donc, nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on essaie de mettre le médecin traitant, le médecin généraliste, au cœur du système, ainsi que le pharmacien d'ailleurs, pour le rendre capable, et on essaie de faire en sorte que les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription puissent développer des outils qui le rendent capable d'identifier toutes les prescriptions, quelle que soit leur source, pour identifier ces mauvaises interactions. Vous voyez, un des exemples d'actions qu'on a fait sur ce sujet. Pas plus de 5 médicaments par ordonnance, problème d'interaction. Bah finalement tout le monde est d'accord pour dire qu'on consomme trop de médoc. Sauf que tous ces nouveaux comprimés qui sortent chaque année, faut bien les vendre. Et ça, c'est le travail des visiteurs médicaux. Et si c'était de leur faute à eux, c'est que pour séduire les médecins, ils ont un système bien rodé. Il y a tout un système de visiteurs médicaux, d'invitation à des soirées de formation, parfois très locales, tout simple, ça paraît vraiment pas méchant. Le laboratoire, comme on dit, bon, il a payé le repas, mais c'est pas un repas extraordinaire, et puis ça va pas loin. Mais petit à petit, ça crée cette dépendance aux firmes pharmaceutiques. Et puis parfois, c'est plus sérieux. On paye le voyage au congrès qui est à l'autre bout de la France, voire franchement plus loin dans le monde. Et le congrès principal de cancérologie, par exemple, il est aux États-Unis chaque année. Bon, quand on est en France, ça fait loin. Mais bon, il y a des cancérologues qui peuvent être invités et voyager dans une classe bien confortable, parce qu'il faut pour qu'ils soient bien en situation de profiter du congrès. Bien sûr, il y a toujours une très bonne raison, c'est très simple. Donc évidemment, bien sûr, que tout ce système est efficace si les firmes pharmaceutiques dépensent autant d'argent en petits cadeaux, petites attentions ou grosses attentions pour les médecins, c'est que c'est efficace et que ça influence la prescription. Mais rassurez-vous, ces pratiques sont contrôlées. Un peu. Depuis la loi Bertrand de 2011, les labos doivent rendre publics tous les liens d'intérêt et les contrats conclus avec les médecins. Une base de données est accessible à tous sur le site du ministère de la Santé. Tout y est noté. Le nom du labo, celui du médecin invité et la somme. Le docteur Stéphanie, par exemple, elle a mangé pour 45 € en novembre dernier. Alice, elle s'est fait payer un voyage à 7 000 €. C'est instructif. Un collectif s'est amusé à comptabiliser tous les avantages perçus. Soit en un peu plus de 2 ans, plus de 2,5 millions de cadeaux pour près de 250 millions d'euros. La jolie somme. Et même si en 10 ans le nombre de visiteurs médicaux a baissé de près de 40%, il y en a encore pas mal dans les hôpitaux, il paraît. Effectivement, je pense qu'il y a pas moins de visiteurs médicaux ou de visiteuses médicales. On appelle ça globalement visiteurs médicaux. Dans les hôpitaux qu'avant. Je pense que même dans certains domaines, il y en a plus. Et notamment chez nous, l'hôpital Henri Mondor, il y a un self dans le hall là, pour à la fois les personnels, les visiteurs, leurs familles, etc. Et c'est vrai que souvent le midi, la moitié de la salle est occupée par les visiteurs médicaux, plus leurs invités. Il n'y a pas que les visiteurs, plus leurs invités. Donc quand même, quelque part, on peut se poser des questions en se disant, alors que la loi Bertrand avait dit, oh là là, il va falloir contrôler tout ça, on arrête les cadeaux. Bon, la seule conséquence, c'est si on est invité par un labo à déjeuner, on vous demande de signer un papier comme quoi vous avez mangé un repas à 12,35 €. Bon, ça me paraît pas... Bon, c'est bien, ça améliore la transparence. Mais quelle est la vraie conséquence? Ça n'empêche pas les médecins de manger aux frais des labos, ça n'empêche pas les labos de payer à manger aux médecins. Bon, on peut se demander quelle est la pertinence de ça. Et vous avez succombé souvent? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Qui est-ce que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre? Nous par exemple, à part des truites. Ouais. Par contre, on est parti à la pêche aux visiteurs médicaux. Et là, ils ont eu du mal à mordre à l'hameçon. Mais comme on est super balèze, on a réussi à en choper un de poisson, enfin de visiteur. En l'occurrence, une visiteuse qui reconnaît avoir eu un budget de 22 000 € par an à destination des médecins. Mais nous, on a surtout voulu en savoir plus sur les congrès. La présentation, mais au final, c'est aussi que le médecin puisse prescrire le médicament, bien entendu. D'accord. Mais sinon, vous avez quoi comme budget à peu près pour un congrès? Enfin, ça se passe comment? Ça, c'est vraiment propre à chaque laboratoire. Moi, pour un congrès là, j'avais 3 places à proposer sur tous les médecins que je vois. Sur plus de 3 médecins, j'avais que 3 médecins que je pouvais inviter, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la différence? Alors, pourquoi un médecin plutôt qu'un autre? Parce que c'est un médecin, parce que c'est un médecin qui est fidèle à notre laboratoire et qui prescrit nos produits. Donc, du coup, voilà, c'est une façon aussi de le remercier. Et est-ce qu'il vous arrive de payer des médecins pour intervenir dans un congrès? Bien sûr. Oui. Ils n'interviennent pas gratuitement, les médecins.
On leur donne pas des feuilles et lisez-nous ce qu'il y a sur la feuille. C'est à eux de faire le travail aussi, donc on ne peut pas ne pas les payer, non, c'est pas possible. On est des commerciaux parce que le but, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de développer la part de marché. Hein. Oui, il faut pas se leurrer, quoi. Ah ben non, il faut pas se leurrer, on n'est pas juste là pour dire au médecin, on produit, voilà, il est comme ça, il y a telle étude qui montre qu'il est mieux que les autres. Le but, voilà, c'est un but lucratif, on ne travaille pas, le laboratoire, c'est pas du bénévolat non plus. Hein. Le but de chaque laboratoire, c'est d'augmenter ses parts de marché, d'augmenter son chiffre d'affaires. Et là, côté chiffres, on n'en sait pas plus. Sur le site du ministère, les contrats passés entre les labos et les médecins sont bien notés, mais pas le montant de la transaction. Alors la mise sur le marché des médicaments est-elle tout à fait transparente? Il y a des agences sanitaires qui contrôlent le secteur. Mais voilà, en mars dernier, une enquête Mediapart révélait qu'elles non plus n'étaient pas toujours très neutres. Elles sont accusées d'avoir conseillé les labos en secret. Des rapports médicaux avaient déjà mis le doigt sur les essais cliniques biaisés. Pour certains, la pilule a du mal à passer. Avec l'appui de médecins et d'associations, une députée européenne revendique une opération main propre. Pour elle, c'est tout le système qui est gangréné jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Ah ouais, Michel, elle dénonce. On s'est aperçu que tous les anciens ministres de la Santé, et le récent d'ailleurs, Marisol Touraine, il y a des conflits d'intérêts. Soit certains venaient des laboratoires pharmaceutiques et étaient secrétaires d'État à la Santé ou ministres de la Santé, ou soit une fois qu'ils étaient ministres, ils allaient dans les laboratoires pharmaceutiques. Vous voyez, il y a vraiment un lien incroyable. Parce que le conflit d'intérêts, c'est pas seulement d'où on vient, mais c'est aussi où on va. Donc on a un système mais qui est complètement pourri. Et lorsque nous, on dit, mais il faut absolument que ça soit au niveau des ministères, que ça soit au niveau des agences, il y a à la fois les déclarations d'intérêt, il y a un contrôle de ces déclarations d'intérêt, et si les gens ont reçu de l'argent des laboratoires pharmaceutiques, ils n'ont pas à avoir ces postes. C'est ça le problème des conflits d'intérêts. Les gens ne se rendent pas compte. Mais vous n'êtes pas objectif, vous n'êtes pas neutre, puisque vous touchez de l'argent des laboratoires pharmaceutiques. Mais alors, c'est quoi la solution? Il faut qu'il y ait un pôle d'experts complètement indépendant et financé correctement par l'État, en prélevant une taxe sur les bénéfices des laboratoires, puisqu'ils se font énormément de bénéfices. Je vous dis, c'est l'industrie qui se fait le plus de bénéfices à l'heure actuelle au monde. Et puis ensuite, il faut que les patients soient informés de ne pas trop consommer des médicaments. Il faut que les médecins ne prescrivent pas trop, alors qu'ils prescrivent comme si les médicaments ne pouvaient pas avoir une interaction et ne pouvaient pas avoir d'effet secondaire. Voilà, déjà, vous savez, ça clarifierait énormément et on pourrait économiser énormément. On avait évalué qu'on pouvait économiser 10 milliards d'euros. 10 milliards sur 34 milliards d'euros de dépenses, c'est pas si mal. Mais pour consommer moins de médicaments, il n'y a pas 36 solutions. Nous, on en a trouvé 2. Ne plus tomber malade, bon compliqué, ou alors les remplacer par des plantes. Si, ça peut marcher dans certains cas. C'est même un médecin qui nous l'a dit. D'une manière générale, il faut arriver à cette espèce de jonction entre traitement conventionnel et place des plantes dans ce traitement conventionnel pour diminuer l'usage des médicaments, surtout ceux qui ne sont pas indispensables. Il y a tout un tas de troubles dits fonctionnels et les plantes peuvent être très utiles dans ces troubles fonctionnels. Et à la fois pour améliorer la digestion, pour être un peu moins stressé, pour se reconstituer, pour lutter contre certaines affections, notamment les affections hivernales. On a une grande gamme de produits qu'on peut utiliser à base de plantes. Pour les affections hivernales, justement, il y a le thym, en tisane par exemple. Pour le stress, le tilleul. Pour les douleurs musculaires, il y a l'huile essentielle de lavande ou de gingembre. Quoi d'autre, Doc? On a des plantes qui peuvent être utilisées pour tous les organes, bien sûr pour le poumon. Le foie aussi, vous savez que le foie est un organe important, puisque c'est là qu'on va pouvoir assurer la détoxification de l'organisme. Et là, on a des plantes qui sont intéressantes, comme par exemple le romarin, on a la vésicule biliaire ici. Donc on a plusieurs plantes qui peuvent aider à ce qu'il y ait un meilleur fonctionnement. Pareil pour les reins, que l'on voit ici au fond. Pour le cœur, on a aussi l'aubépine, par exemple, qui va avoir tendance à améliorer la contraction du cœur et qui va avoir parallèlement un effet calmant. Donc on a tout un tas de possibilités par rapport à l'usage des plantes. Encore faut-il, encore une fois, le faire bien sous avis médical ou avec le conseil d'une pharmacienne. Alors on zappe les pharmacies, on se lance dans le jardinage? Bah non, c'est pas si simple. Il faut bien avoir conscience que les plantes ne peuvent pas tout soigner et qu'il ne faut pas rejeter, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et de rejeter les médicaments de façon excessive. Ouf, Alex va pouvoir continuer à fréquenter les pharmacies, parce qu'elle se sent pas très bien là.